Alors, écoutez, il est 10h30, on va commencer sans perdre de temps. Ravi de retrouver certains que je vois dans le chat. Écoutez, on est parti pour notre troisième rencontre de notre cycle de conférences Les enjeux politiques et sociaux du jeu vidéo. Rapidement, je me présente comme chaque semaine. Je m'appelle Alexandre Suzanne et je suis référent de cette action qui est portée par l'association De la Suite dans les images, qui est un réseau de salles de cinéma dans les Hauts-de-France et qui est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles locales. Avant de passer la parole à Myriam Wali, notre intervenante du jour, je vais laisser Mehdi Derfoufi, qui est le curateur artistique de cette action, nous resituer l'objet de ce cycle de conférences. Eh bien, bonjour à tout le monde et merci de votre participation ce matin. Merci à Myriam d'avoir accepté d'intervenir de ces journées. Donc, je me répète peut-être pour certaines personnes qui suivent chaque événement, mais je ne sais pas forcément qui était là et qui vient d'arriver sur le cycle. Donc c'est une série d'actions, de formations qui se déroulent au long cours depuis plus de 2 ans maintenant. Comme Alexandre l'a rappelé, en partenariat avec la DRAC et de la suite dans les images, il s'agit de proposer une série d'interventions et de formations sur les rapports entre cinéma et jeux vidéo et sur l'intégration du jeu vidéo dans les actions de programmation des lieux que vous représentez. Donc, dans la conception et le choix des thématiques, des intervenantes et intervenants, on a essayé de prendre en compte à la fois la nécessité d'avoir des apports généraux sur la culture vidéoludique, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, d'avoir des rencontres avec des professionnels, et puis d'avoir des sujets sociaux, politiques, qui sont aussi des sujets artistiques et esthétiques, puisque évidemment, quand on conçoit un jeu en se posant les questions de rapports de genre, de rapports raciaux, de rapports sociaux, eh bien, forcément, ça a une incidence sur le gameplay, ça a une incidence sur la façon dont on présente le jeu, dont on l'écrit, dont on le construit, dont on le diffuse, etc., etc. Donc, il s'agit d'articuler toutes ces dimensions dans les propositions qu'on fait, de façon à vous permettre à la fois de rafraîchir, de compléter, de découvrir, d'initier vos connaissances sur le jeu vidéo et de vous donner des billes pour pouvoir réinvestir tout ça dans des actions concrètes sur le terrain avec différents publics. Donc, c'est l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective-là. Et donc, je vais laisser la parole à Alexandre pour introduire Myriam et Accidental Queens. Je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin vous accueillir ici dans ce dispositif, parce qu'il y a eu, ça devait être fait avant, il y a eu des ratés, on n'a pas été aidé, mais je suis vraiment très très heureux, et voilà. Éventuellement, passez mon bonjour à Simon si vous avez l'occasion. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Merci Mehdi. Et juste avant de démarrer, je vous reprécise comme chaque semaine, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, à être réactif par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qui vous pose question. On est sur une durée d'intervention plus courte aujourd'hui pour aussi avoir un beau temps d'échange à la fin. Donc, encore une fois, soyez avec nous. Et on est parti, du coup, aujourd'hui avec Myriam Wali. Donc, Myriam, tu es la cofondatrice du studio qui est pas très loin d'ici, qui est à Mercambarol, qui s'appelle Accidental Queens. Et ce matin, tu vas nous partager ton expérience, des informations sur ta structure et dans quel cadre les jeux de ton studio ont pu être utilisés auprès d'un public. C'est bien ça. Merci, Alexandre. Donc, je suis Myriam, j'ai 29 ans, j'habite à Lille. Et donc je suis la cofondatrice et aussi principale artiste 2D et interface dans le studio de développement de jeux vidéo Accidental Queens. Je suis également une des 2 actuelles dirigeantes. Donc moi, ce que je fais dans ce studio, je suis directrice artistique en gros. Je m'occupe aussi en vrac de beaucoup de choses, un peu de game design, parfois un peu de code, beaucoup de communication, gestion de communauté, puis tout ce qui va être lié
à la gestion du studio, administratif, etc. Enfin bref, c'est un petit studio, on n'est pas beaucoup, et donc j'y fais beaucoup de choses. À côté de ça, je suis aussi professeur de dessin numérique à temps partiel, donc dans une école lilloise qui s'appelle IARTSU. Et puis avant, j'ai fait d'autres trucs. Globalement, je suis impliquée dans la création de jeux vidéo depuis à peu près une dizaine d'années. Quelques exemples de choses que je fais pour vous donner une idée de mon travail. Donc direction artistique, des artworks 2D, des éléments de jeu, des illustrations pour le marketing, d'autres types d'illustrations dans des styles assez variés. Donc pour revenir à Accidental Queens, le studio a été cofondé par 3 femmes issues de l'industrie du jeu vidéo, et c'est actuellement dirigé donc par mon associé Diane Landé, qui s'occupe de la programmation, donc tout ce qui va être le code, et moi-même donc à la DA. Je vais vous faire donc je commençais par un rapide historique du studio. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé à monter cette entreprise et à créer ces jeux. Donc tout a commencé durant un événement qui s'appelle la Global Game Jam. C'est un événement qui a lieu tous les ans en janvier. Alors une game jam, en gros, c'est un événement durant lequel beaucoup de personnes, donc qui ne se connaissent pas au préalable, vont se retrouver pendant un temps donné, en généralement 48-72 heures, pour créer un jeu vidéo ensemble. Donc c'est un peu comme une jam en musique ou un hackathon ou ce genre de choses. Et donc la Global Game Jam, c'est un des plus gros événements de ce type, qui est international, qui se déroule sur de nombreux sites différents, et donc à celui notamment de l'ENGMIN, qui est l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, qui se trouve à Angoulême, qui se trouve être aussi l'école que j'ai faite. Et donc à cette Global Game Jam, il y a une équipe de 4 personnes. Donc de gauche à droite, Diane, donc mon associée, puis Estelle qui est artiste 2D, et Elisabeth et Raphaël qui sont scénaristes et game designers, qui se sont donc rencontrés et qui ont créé en 48 heures le prototype de ce qui allait devenir A Normal Lost Fun, notre premier jeu, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ce prototype, c'était une sorte d'enquête narrative, un peu comme une escape room virtuelle pour les personnes qui sont familiers du concept d'escape room, donc dans laquelle on vient de trouver un téléphone, on doit fouiller dedans pour comprendre ce qui est arrivé à son propriétaire. Et donc à travers des éléments narratifs, des puzzles, par exemple des mots de passe à trouver, qui vont être cachés dans les SMS, dans les photos, dans les applications, on va découvrir l'histoire de Sam, qui est Sam ado queer, qui vit dans un environnement très conservateur et intolérant. Et son histoire va explorer des thématiques autour de différents sujets de société. De différents sujets de société importants. Donc, on parle d'identité de genre, on parle de sexualité, d'orientation sexuelle, de passage à l'âge adulte, de dépression, enfin, de toutes sortes de choses qui sont importantes quand on est adolescent, qui devient adulte. J'y reviendrai aussi plus tard. Donc, ce prototype, il a été mis en ligne. Et il a reçu beaucoup d'attention de la part de la presse spécialisée et de plusieurs youtubeurs influents en France, mais aussi en Europe, au Brésil. Et donc l'équipe ne s'attendait pas du tout à cet accueil et se dit que peut-être il y a quelque chose à faire avec ce prototype. Donc en mars 2016, l'équipe s'est posé la question du futur de ce projet. Et donc certaines, donc comme surtout Diane et Elisabeth, souhaitaient vraiment continuer le développement, sortir une version commerciale du jeu qui peut-être pourrait être le point de départ de création de quelque chose. Et donc Diane notamment
avait apporté sa contribution à un document qui s'appelait Your Dreams, qui était un peu les plans pour le futur, et se disait que ce serait quand même vachement chouette si ça pouvait être une option viable pour sa vie professionnelle, lancer une boîte et puis créer son emploi dans le meilleur des mondes, quoi. Et la décision qui a été prise, c'est de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Alors peut-être que vous connaissez des plateformes un peu plus connues comme Kickstarter ou Indiegogo, mais nous on a choisi Ulule pour plein de raisons. Déjà ils sont français, ce qui facilite la communication, mais aussi la plateforme permettait des campagnes multilingues. Étant donné qu'on avait déjà des débuts de communauté dans plusieurs pays, en fait, on voulait pouvoir avoir une campagne en français, anglais, portugais, espagnol, et c'était plus simple. Et aussi des facilités de paiement, parce que donc je rappelle qu'à l'époque, c'était juste une équipe de personnes, il n'y avait pas de structure, rien du tout, et eux permettaient d'aider pour ça. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe, donc pour travailler sur cette campagne en tant qu'artiste et chargé de com. Et en même temps que donc Simon Bachelier, qui est notre chef de projet, et une compositrice et sound designer qui s'appelle Victoria. Donc on a fait cette campagne et c'est un succès. Et donc en juillet 2016, on a levé un peu plus des 10 000 € qu'on demandait pour terminer ce prototype, qui ne sont pas du tout le prix des salaires, on se payait pas, on faisait ça sur notre temps libre, mais qui permettait de payer des prestataires, par exemple pour de la musique, des traductions, et puis d'autres choses qui permettent de sortir le jeu dans un état plus avancé. Et donc, par la suite, durant l'été 2016, une partie de l'équipe, donc Diane, Elisabeth et moi-même, avons déménagé dans le Nord, parce qu'on n'était pas lilloise à la base. Pour créer le studio. Alors pourquoi dans le Nord? Parce que il y a déjà un écosystème local qui est très vivant, avec notamment l'association Gaming et toutes les boîtes qui sont liées, qui ont essaimé un peu autour de Ankama et de la Pleine Image, qui se trouve entre Tourcoing et Roubaix. Et la localisation est extrêmement pratique, parce que c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de Londres, c'est pas loin de la Belgique, de l'Allemagne. Donc pour tous les événements, alors à l'époque où il y avait encore des événements autour de l'industrie du jeu vidéo, c'était très pratique. Et donc on s'est installé à la ruche d'entreprise de Tourcoing, et on a signé un contrat de distribution avec un partenaire qui s'appelle Plugin Digital. Alors techniquement, un contrat même d'édition, mais en fait, il s'occupait pas du tout de ce qu'on mettait dans le jeu. Il nous faisait confiance là-dessus. C'était vraiment pour nous aider sur tout ce qui allait être la partie vente, qu'on ne savait pas faire. On n'a pas fait d'école de commerce, donc et puis tout ce qui allait être relations presse et un peu plus de financement pour être confortable pour terminer la production. Et donc, le 26 janvier 2017, donc quasiment un an, jour pour jour après le lancement du prototype, le jeu sort donc sur plateforme mobile, sur PC, à l'international, donc Normal Lost Fun. Et pendant les mois qui suivent, le jeu va récolter beaucoup de retours presse, plus de 350 mentions presse. Donc encore une fois, on s'attendait à ce qu'il en ait un peu, vu que le prototype a eu du succès, mais on s'attendait pas du tout à ce que ça prenne ces proportions-là. Il se vend super bien au lancement, ce qui valide complètement la viabilité de notre projet. Et donc, Diane, Elisabeth et moi se lançons dans la création de l'entreprise, tandis que les autres membres de l'équipe retournent à soit leur travail, soit leurs études, parce qu'en fait, il y avait 3 membres de l'équipe qui étaient encore étudiants, étudiantes, et puis d'autres personnes qui avaient un vrai travail déjà à l'époque. Et donc, on crée officiellement Accidental Queens en tant qu'entreprise, que studio, en avril 2017. Et on commence à travailler sur un nouveau jeu.
Donc aujourd'hui, alors j'ai mis une super photo parce qu'on avait une photographe qui nous a pris des super photos trop cool qui rendent bien, mais en vrai on travaille de chez nous maintenant. Mais donc aujourd'hui, donc bientôt 4 ans après, Accidental Queen, c'est toujours donc Diane et moi, mais aussi Simon, donc notre chef de projet qui était là, qui bosse toujours avec nous depuis le premier projet, et puis des collaborateurs et collaboratrices freelance qui changent ou qui reviennent en fonction de nos besoins sur les différents projets. C'est toujours ce qu'on appelle un studio indépendant, en opposition donc à de plus gros studios, à la fois sur la taille des équipes, parce qu'on est toujours entre 3 personnes et 7 personnes dans l'équipe principale. On n'a jamais été plus que 7. Et alors je compte pas bien sûr tous les prestataires divers et variés avec qui on peut travailler en plus. Et on a des budgets de jeu qui restent assez faibles. On est sur du 200 000, 400 000 euros, c'est rien du tout en fait pour un budget de jeu vidéo. Et voilà. Et à côté de ça, c'est aussi un dé par rapport à la liberté créative qu'on a, c'est que à côté de ça, on ne dépend d'aucun agenda d'éditeur ou de département marketing. C'est un petit peu comme on va faire un peu des films d'auteur par rapport à des blockbusters en fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, je vais vous présenter un peu chaque jeu. Alors. Donc, la tagline de Normal Lost Fun, c'était: vous venez de trouver un téléphone, découvrez la vérité. Et c'est la seule chose en fait qu'on dit aux joueurs et aux joueuses quand ils prennent en main le téléphone. Et l'idée, ça va vraiment être d'enquêter. Au début de lire les messages. On se rend compte, il y a un call to action au tout début du jeu qui dit, c'est des messages du père de Sam qui dit: Sam, où es-tu? Tout le monde s'inquiète, personne, enfin, tu donnes pas de nouvelles. Et on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Et puis c'est à partir de là qu'on va vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, je vais spoiler un peu, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas joué au jeu, mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail du sujet. Donc Sam est en fait une adolescente qui est transgenre et bisexuelle, et qui découvre en fait qui est au début un peu dans la confusion vis-à-vis de ça, et puis qui va au fur et à mesure découvrir sa sexualité, son identité, et qui se rend compte que donc elle est dans un environnement très conservateur qui ne va pas l'accepter. Elle n'a pas encore fait son coming out à ses proches, elle a été victime d'homophobie et de transphobie, et donc elle va trouver via
des forums, des applications, d'autres personnes qui vont l'aider, des amis, des associations, et puis voilà. Donc l'histoire, je vais pas spoiler la fin, mais bon voilà, c'est une histoire plutôt qui finit bien au final. Et donc à travers cette histoire, il y a l'idée de sensibiliser aux LGBT-phobies, et en fait de parler de ces sujets-là à des personnes qui potentiellement ne sont pas du tout concernées par ça, voire ou n'y connaissent rien, et en fait qui vont le découvrir à travers le prisme de cette histoire, qui vont d'abord rencontrer donc le personnage de Sam comme un ado comme tout le monde en fait, et qui vont du coup peut-être s'attacher à Sam et avoir de l'empathie pour elle, et puis ensuite du coup avoir envie d'en savoir plus sur ce qu'elle traverse. Donc, Another Lost Fun, Laura Story, c'est le deuxième jeu qu'on a sorti et qui est sur le même modèle en termes de gameplay. On est toujours dans un téléphone, on doit toujours fouiller dedans pour découvrir ce qui s'est passé. Par contre, on change complètement de personnages, d'histoire, etc. Donc là, ce téléphone-là raconte l'histoire de Laura, qui est une jeune femme qui est enfermée dans une relation toxique. Son partenaire va faire usage de violences psychologiques pour la manipuler. Elle est victime de harcèlement au travail, et donc on va voir à travers ses communications avec ses amis, sa famille, comment il la pousse de plus en plus dans l'isolement, et puis comment elle peut ou pas s'en sortir. Donc les thématiques de ce jeu-là, c'est vraiment la relation abusive, le harcèlement, la violence psychologique, et aussi un peu la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sur ce jeu-là, j'y reviendrai après, mais on avait déjà du coup le format. On savait que voilà, le format Lost Fun, ça plaisait, et on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre que l'histoire de Sam avec ce format. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont on a envie de parler? Évidemment, il y en a des tonnes. Et qu'est-ce qui marcherait bien en fait en format téléphone? Et donc ici, ce qui était assez intéressant dans ce jeu, c'était comment montrer l'isolement à travers un appareil qui sert justement à communiquer en fait. Voilà. Moi, pareil, j'y reviendrai après sur un peu le processus de la démarche de création de tous les jeux. Et donc, le troisième... À la fin de la semaine, la question de la boucle temporelle sera votée. Il y aura un bureau de vote sur le campus. Ne pensez-vous pas que le public est en droit de le savoir avant le vote? Il est trop tôt pour tirer des conclusions. C'est un message subliminal, il le dissimule, mais il est partout, dans les rues. Marre de penser à votre hygiène au quotidien?
Brosse à dents 5 Gate, dites oui à la routine. Qu'il est inutile de suspecter le gouvernement de quoi que ce soit. J'espère que les gens feront fi des rumeurs conspirationnistes au moment de voter. Il y a quelque chose qui lui a tapé sur le système. C'est clair. Mais pour pas la froisser, je lui ai pas dit que j'y croyais pas. J'ai menti et j'ai dit... Que se passe-t-il? Des coups de feu ont été tirés? Pour l'heure, ce n'est pas encore confirmé. Si quelqu'un nous entend, notre studio est pris d'assaut. Arrêtez la diffusion! Et sont maintenant en train d'essayer de s'enchaîner aux isoloirs. La boucle occuperait une telle place dans... À la suite de menaces terroristes. Dans le scandale de la boucle temporelle. Ce serait pas logique. Restez à l'écoute. Sortez de la boucle temporelle. Donc, le troisième jeu sur lequel on a travaillé s'appelle All Frequencies. Et ici, il va s'agir d'une histoire de boucle temporelle, de conspiration, de vote. C'est une histoire qui était pas mal inspirée par ce qui se passait politiquement depuis 2016. Et donc les thématiques qui sont abordées ici, c'est notre rapport aux médias, la contextualisation et la décontextualisation de l'information, et puis la réflexion critique en général. Le format du jeu est un peu différent des précédents, donc on n'est plus ici sur un téléphone perdu. Cela dit, on est toujours sur une enquête narrative, mais cette fois-ci à travers le prisme d'une radio. Donc on est en train d'écouter la radio. Et on a une petite particularité un peu science-fiction de notre poste de radio, c'est que on peut enregistrer des petits extraits, alors vraiment petits, c'est-à-dire une phrase, et on peut les envoyer à qui on veut sur la station qu'on veut. Et puis en fonction des différentes stations, on a plusieurs types d'animateurs et d'animatrices. On a une radio étudiante, on a une radio de news, on a un talk show, une radio grande écoute type Fun Radio. Et en fait, les animateurs et animatrices vont réagir à ce qu'on envoie. Et puis toutes les 3 minutes, on va avoir une espèce de retour en arrière. Et on se rend compte que on est coincé dans une boucle temporelle de 3 minutes, un petit peu comme dans le film Le jour de la marmotte, avec les mêmes choses qui se répètent, donc les mêmes animateurs qui redonnent les mêmes news, qui reparlent des mêmes événements. Et donc voilà, on doit découvrir. On sait qu'il va y avoir un vote pour mettre en place une boucle temporelle, mais donc là on découvre qu'en fait elle est visiblement déjà mise en place. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement nous ment? Et donc c'est un peu, en termes de ton, c'est un petit peu satirique. Et le but de ce jeu-là, c'est vraiment de nous amener à se questionner, réfléchir en fait sur notre rapport aux médias, parce que on est ici sur une radio, parce que c'est très très familier pour les gens, mais en fait, en termes de format, c'est limite plus proche de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur un Twitter ou un Facebook, en fait. Voilà. Et donc, il y a un autre truc qui est assez important donc dans ce jeu, j'y reviendrai aussi plus tard, c'est son accessibilité. C'est qu'on a toujours essayé de faire en sorte que nos jeux soient les plus accessibles possibles, et dans celui-ci, on a quand même une très grosse importance du son. Et on s'est dit, puisqu'on a un jeu qui est entièrement doublé, et qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui tourne autour de l'audio, pourquoi ne pas le rendre entièrement accessible aux personnes non-voyantes? Donc ce qu'on a fait, et on l'a aussi entièrement sous-titré, hein, donc vous pouvez voir sur les screenshots, tous les textes sont écrits au fur et à mesure, ce qui permet de jouer que avec le son ou avec pas de son du tout, et ça marche aussi. Et il y a eu un gros travail sur le fait d'avoir des expériences équivalentes si on manque d'une information. Donc voilà pour les 3 jeux qu'on a déjà sortis.
Quelques précisions encore. Donc ces 3 jeux sont ce qu'on appelle mobile first. En gros, on les développe d'abord pour les téléphones mobiles. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tout le monde ou presque a un smartphone. Donc on s'assure en faisant ça de toucher un maximum de gens. Et toucher un maximum de gens, c'est ce qu'on veut faire parce que nos jeux portent des messages et on veut que ces messages parlent au plus grand nombre. Donc le smartphone, c'est vraiment la plateforme de prédilection pour ça. Mais à côté de ça, on va porter ces jeux ensuite sur une large gamme de plateformes et de magasins en ligne, donc sur PC bien sûr et Mac aussi, avec la plateforme Steam et d'autres du même genre, mais aussi sur console Nintendo Switch. Au début, grâce à un partenaire qui s'appelle Steven Studio qui avait fait pour les jeux, qu'il avait fait pour les jeux Lost Fun, puis maintenant on le fait nous-mêmes à partir d'Alpha Frequencies. Et voilà, l'idée c'est vraiment aussi de mettre le jeu sur un maximum de plateformes, parce qu'il va y avoir différentes typologies de joueurs et de joueuses sur ces différentes plateformes, et donc on va toucher, par exemple le public de la console n'a rien à voir avec le public du mobile, donc ça nous permet de toucher d'autres personnes. Et du coup, ce qui fait un peu l'ADN du studio et ce qui est le point commun en fait entre tous ces jeux, c'est qu'ils sont à la fois inclusifs, engagés, porteurs de sens, accessibles, mais ils restent divertissants. Alors, je l'ai souligné parce que c'est super important pour nous, c'est que on ne fait pas des serious games. On fait pas des jeux juste pour raconter pour porter des messages. On n'est pas sur du news game ou des choses comme ça. On veut vraiment faire du jeu vidéo au sens quelque chose de divertissant. Alors pas forcément amusant. Le normal Lost Fun, c'est un petit peu chialant quand même, mais en tout cas divertissant. Et en fait, le format doit pas être moins important que le gameplay, même si évidemment on y apporte beaucoup de soin, il faut que ce soit un jeu, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'entends par donc inclusif, qui va vraiment essayer de représenter le monde dans toute sa diversité et pas uniquement sur des clichés réducteurs. Engagé et porteur de sens, parce que voilà, on parle de sujets de société, même s'ils sont pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de militant, dans le sens où, simplement dire que quelque chose existe, c'est pas forcément militer pour, mais en tout cas engagé et donc accessible, comme je le disais avant, avec peu de barrières d'habileté à l'entrée. Les Lost Fun, il suffit de savoir se servir d'un téléphone mobile pour être capable d'y jouer. Il n'y a pas besoin de savoir faire des combos sur une manette. Il n'y a pas de timer, donc il n'y a pas besoin d'être rapide ou voilà. La seule barrière, en fait, elle est cognitive, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est très très simple à prendre en main. Et donc, à chaque fois, ce qu'on veut, surtout, c'est, comme je disais, c'est pas forcément être militant au sens, on va vous dire quoi penser, mais fournir un cadre propice à la réflexion. Ce qu'on veut, c'est que quand les joueurs et joueuses aient fini de jouer à nos jeux, c'est que, au mieux, ils aient appris des trucs, ou en tout cas qu'ils aient envie d'apprendre des trucs, qu'ils aient envie de se renseigner sur le sujet, ou en tout cas de se questionner sur le sujet, de se questionner sur leur rapport à ce sujet, et en fait, ouais, vraiment de nourrir leur réflexion. Mais oui, aussi, donc notre ADN se limite pas donc à ce qu'on met dans nos jeux, mais aussi à la place qu'on veut prendre dans notre industrie. C'est qu'on essaye vraiment de se positionner en exemple, notamment sur notre démarche de création,
sur le fait d'avoir une responsabilité d'auteur sur les jeux qu'on fait et ce qu'on raconte dedans, et aussi de s'investir donc dans la vie de l'industrie, à la fois à l'échelle locale, donc avec l'association Gaming dont je parlais tout à l'heure, et qui est vraiment l'association professionnelle qui regroupe les entreprises de jeux vidéo du Nord, et puis le travail qu'on peut faire notamment quand on enseigne dans des écoles, mais aussi à l'échelle nationale, enfin voilà, quand on fait des prises de parole en public, etc. Et en fait, ce positionnement pour nous, il est aussi très important parce que l'industrie du jeu vidéo, comme beaucoup d'autres, est encore assez homogène dans les personnes qui la composent. Il y a surtout des hommes, il y a surtout des personnes qui viennent un peu des mêmes milieux, plutôt favorisés. Il y a pas encore beaucoup de personnes queer, de personnes racisées, et justement montrer que regardez, il y a un studio qui a été créé que par des femmes, et voilà, on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. C'est important pour nous en fait de donner cet exemple-là, et d'encourager du coup plus de diversité aussi, pas juste dans les jeux, mais aussi chez les personnes qui les font, parce qu'on sait très bien que c'est aussi comme ça que, en racontant des vécus différents, en ayant des expériences de vie différentes, c'est ce qui va aussi apporter plus de diversité et d'intérêt en fait dans les jeux qui seront créés. Voilà. Et donc, magnifique transition pour parler un peu de notre démarche créative. Donc il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui vient en premier dans vos jeux? Est-ce que c'est plutôt le thème ou est-ce que c'est plutôt le format? Et bon, en fait, ça dépend. Ça dépend de quel jeu on parle. J'ai un peu envie de dire les deux, mon capitaine. Mais alors j'ai piqué cette slide à Diane parce que je la trouve très drôle. La première chose qui va nous inspirer quand on crée, quand on brainstorm un jeu, en fait, c'est le réel. La vie quotidienne, le monde qui nous entoure. Voilà, que quand on prend n'importe quel téléphone, hein, le vôtre, le mien, et puis je sais pas, la saga Game of Thrones de George Martin, on a énormément de personnages, on a des drames, des rebondissements, on a peut-être des intrigues politiques, sociales, on a de multiples points de vue, et puis surtout quelque chose qu'on a quand on parle de nous et de notre réel et de notre vie quotidienne, c'est cet ancrage en fait dans le personnel, dans l'intime, et qui va nous permettre de raconter des histoires intéressantes. Et du coup, en se basant sur cette vie quotidienne, donc la nôtre, celle de nos proches, puis d'autres personnes, ça va nous permettre de parler notamment d'éléments interpersonnels, de problématiques de société. Et comme on utilise des supports de communication de notre quotidien, ça permet aussi de créer une espèce de familiarité qui nous permet de faire passer plus facilement nos messages, parce que en fait ça enlève une barrière déjà à l'entrée. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde, enfin ou presque, a un smartphone, et donc tout le monde sait comment ça fonctionne, et c'est plus facile de rentrer dedans. Et voilà, comme j'ai chaque téléphone va raconter une histoire. Pour le cas de la station de radio, c'est un petit peu la même chose au final. Comme je disais, on est plus sur un format presque tweet. Alors ça prend la forme d'une radio dans la façon dont c'est sonorisé, dans la façon dont c'est joué, mais en fait, ce qui est raconté, ça pourrait être une série de comptes Twitter qui se retweetent les uns les autres. Ça fonctionnerait pareil. Et je pense que quand on y joue, c'est un peu comme ça qu'on le perçoit aussi, et c'est très quotidien et familier. Donc c'est ce qui va plutôt inspirer le format. On a aussi
beaucoup d'inspirations qui sont variées. Alors évidemment, on est inspiré par le jeu vidéo, parce que c'est notre bagage, c'est notre formation, puis c'est aussi ce qu'on aime. Enfin, je veux dire, moi, je joue beaucoup à des jeux vidéo, parce que j'adore ça. Mais pas seulement. Par exemple, A Normal Lost Fun avait été beaucoup inspiré du film interactif Way or Die, donc qui raconte l'histoire d'un week-end d'intégration qui s'est mal passé. Et en fait, on peut avancer, reculer, enfin dans ce film, justement pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Et donc ça avait été une grosse inspiration pour l'équipe qui était à la Global Game Jam, et qui s'était dit au début, il y a le festival c'est ça, hein, je crois, le festival de la BD qui est en même temps, et donc va y avoir plein de soirées et tout, et donc c'est Estelle, l'artiste, qui disait moi j'irais bien faire la teuf un de ces soirs, et puis on pourrait et puis donc elle discutait avec Diane, on pourrait peut-être prendre des photos, des vidéos de la teuf à laquelle on va aller, et puis derrière on reprendra ces images réelles et on va les mettre dans notre téléphone fictif, et puis on va faire un jeu avec ça. Au final, c'est pas du tout la direction artistique qui a été gardée. Il y a pas déjà, ils ont pas fait la teuf parce qu'ils ont pas eu le temps, et en plus ils ont pas non plus utiliser d'images réelles, c'est uniquement des illustrations, des dessins qui sont dans le jeu, mais c'était un point de départ, en fait, un point de départ du jeu. Et ensuite, pour Alt Frequencies, même si on est sur quelque chose d'assez... on parle de sujets qui sont un peu sérieux et tout, mais comme je disais, c'est assez satirique, et on a été pas mal inspiré par le film Edge of Tomorrow. Alors, s'il y en a qui aiment les films d'action, bon voilà, c'est Tom Cruise, on s'en fout un peu, mais il y a Emily Blunt qui est très cool dans ce film, qui parle justement d'une espèce de boucle temporelle. Il y a tout un truc de science-fiction avec des aliens et tout, mais surtout, ce qui est très rigolo, c'est que ce film, il se regarde vraiment pas comme un jeu vidéo, en fait. Et avec le côté die and retry, et on avait un peu envie de faire ce genre de choses, mais avec au lieu on n'est pas en train de tuer des gens ou quoi, ou des aliens, on est en train d'envoyer des petits bouts d'informations sur des radios. Et une autre grosse inspiration pour ce jeu, c'était les podcasts de fiction. Notamment Welcome to Night Vale, parce que Diane est une grande fan de podcasts de fiction. Et Night Vale, c'est un podcast de, on va dire, magical realism, donc des trucs un peu surnaturels qui se passent dans une ville fictive américaine. Et donc c'est un présentateur de radio qui va faire la narration de tout ce qui se passe. Et donc voilà, on s'était dit, tiens, ça pourrait être rigolo de faire un truc un peu comme un podcast, sauf que ce serait interactif, voilà, comme un jeu. Alors je voyais qu'il y avait une question juste dans le chat. Oui, totalement d'accord. Alors oui, complètement. Et alors les prix des jeux sont très abordables. Oui, c'est vrai que je voulais pas m'apesantir sur la partie plus financement, etc. Il y a plusieurs choses. Déjà, comme je disais tout à l'heure, A Normal Lost Fun a été fait par une équipe de bénévoles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de studio, il n'y avait pas encore de structure, donc déjà, ça coûtait pas forcément cher à produire puisqu'on ne se payait pas. Donc le jeu a coûté peut-être 25 000, 30 000 euros en tout, qui ont été financés, donc en partie par notre campagne de financement participatif, en partie par notre éditeur, donc Plugin Digital. Et ce que ça a payé, c'est vraiment tout ce qui est prestations, hein. Donc de la musique en plus, des traductions, de l'assurance qualité, donc tout ce qui va être test pour voir qu'il n'y a pas de bug, tout ça, tout ce qui est aussi marketing, donc relations presse, etc. Ce genre de choses. Mais par contre, il n'y avait pas les salaires, donc le vrai prix du jeu aurait été bien plus élevé je pense qu'on avait fait des estimations, et normalement le jeu aurait dû coûter 250 000 euros à produire, et là évidemment, vu qu'on les a pas mis, on pouvait se permettre de le vendre aussi moins cher.
Et voilà que ça est rentré très très rapidement, très très facilement dans nos frais. Le deuxième jeu avait une subvention donc Another Lesson avait une subvention du fonds Pictanovo, qui est un fonds d'aide, alors à la base au cinéma en fait, hein, d'ailleurs, qui est dans le Nord, et qui ont une aide spécifique pour les projets de jeux vidéo. Donc on avait eu cette aide, donc le jeu était quasiment rentable avant de sortir. Donc pareil, ça a été très facile de le rentabiliser. High Frequencies, pour le coup, a coûté beaucoup plus cher parce que, en fait, il est intégralement doublé dans 3 langues, donc français, anglais, allemand. Pourquoi allemand? Parce qu'en fait, on a travaillé avec Arte sur ce jeu-là, Arte France, donc qui a cofinancé le jeu, du coup, on a eu, c'est ce qui a permis du coup de payer pour ces coûts supplémentaires. Et puis on a encore une fois travaillé avec Plugin Digital, qui ont payé notamment pour toute la partie marketing. Donc voilà, il y a d'ailleurs le jeu est un petit peu plus cher, il est vendu un petit peu plus cher aussi, parce qu'il a coûté plus cher à produire. C'est très difficile de le faire comprendre aux joueurs et joueuses, hein, qui ne voient pas de visuel éclatant, parce que c'est pas le propos du jeu, et qui comprennent pas où est la production value d'un jeu comme ça. Mais en fait, le son, ça coûte aussi cher que les images, donc et c'est aussi super important. Après, on aurait pu choisir de vendre nos jeux un petit peu plus cher. On a volontairement mis des prix qui sont vraiment calqués sur les prix mobiles, parce que déjà, c'était comme je disais, notre marché vraiment cible principal, mais aussi parce que on n'a pas envie que le prix ce soit une barrière à l'entrée en fait. C'est très abordable, mais au final, déjà, on ne vend pas qu'en France. Dans certains pays, c'est un petit peu moins abordable, en fait, de pouvoir se payer comme ça des jeux. Et puis même pour des Européens, si on est étudiant, si on est, je sais pas, si on n'a pas trop d'argent ou quoi, je trouve ça dommage qu'on puisse pas se payer aussi des jeux vidéo. Donc, comme on essaye de toucher un maximum de gens, on n'a pas envie de vendre des jeux à 60 balles, quoi. Voilà. Mais donc on essaye de faire en sorte aussi que nos productions soient suffisamment rentrent facilement justement dans leurs frais, et qu'on puisse se permettre de vendre des jeux à des prix abordables. Voilà, je sais pas si ça répond bien à ta question, Charlène. Ok. Du coup, oui, après, donc, ces inspirations qu'on a, on a aussi, bien sûr, beaucoup de prototypage quand on travaille sur un jeu. On a une grosse phase de recherche, alors recherche au sens recherche et développement, hein, donc tester des trucs, pour avoir le maximum de cohérence, de crédibilité, d'immersion dans le jeu. On essaye sur ce type de phase de produire très vite. Alors c'est moins vrai sur ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, parce qu'avec le Covid, le passage au travail en full distanciel, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué de produire vite, mais à la base c'est ce qu'on essayait de faire. Et puis comme ça nous permet de faire très vite l'écrémage dans ce qui est intéressant et ce qui l'est moins. Et pour commencer donc à prototyper, on part de ce qui est évident. Donc par exemple pour les Lost Phone, c'était d'abord lister les apps qu'on a dans notre téléphone. Simplement prendre nos téléphones, regarder, ok, moi j'utilise quoi, et puis ensuite, à partir de ces apps-là, se dire, qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans, qu'est-ce que ça pourrait raconter, on avait, le mock-up qui est là, par exemple, c'était pour une app de fitness qui finalement n'est pas dans le jeu. Dans Another Lost Phone, on se disait, voilà, on pourrait voir que Laura, elle dit plusieurs fois, donc on comprend qu'elle était très sportive, et puis peut-être qu'elle s'est mise à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a fait une dépression. Et comment est-ce qu'on peut le raconter à travers cette application? Et c'est ce genre de questions qu'on s'est posé à chaque fois. Puis voilà, qu'est-ce qu'on peut raconter? Et puis à quoi ça ressemble?
d'un point de vue visuel, gameplay, etc. Comment est-ce qu'on va le mettre en forme, comment on va interagir avec, voilà. Dans Half Frequencies, on a fait plusieurs prototypes pour tester. Au début, bien sûr, on n'avait pas de voix, parce que enregistrer des voix, etc., ça prend du temps, puis ça grave un peu dans le marbre ce qu'on est en train de faire. Donc on a commencé avec des protos juste texte, avec comme ça, voilà, du texte qui défilait quand on cliquait. Et oui, salut les cocos, sur le ton du premier prototype était encore plus dans la grosse satire. Il est assez drôle d'ailleurs. Il y avait des blagues. Il y avait des blagues sur les reptiliens dans dans le tout premier prototype aussi, sur toutes les théories un peu conspi débiles, mais enfin, on a pas mal rigolé quand on a fait ces prototypes. Mais voilà, on essaie vraiment de partir sur des choses qui vont vite à produire, parce que plus on produit vite, plus on peut jeter vite ce qui marche pas. Et justement, donc sur les protos de Half Frequencies, au début, on savait pas trop. On savait qu'on avait envie de faire un truc dans la radio, qu'il y avait cette histoire de boucle temporelle, et on se disait mais quel sujet on va dire crucial, où est-ce qu'on a envie de mettre le focus, c'est le traitement de l'information et la contextualisation de l'information. C'est vraiment venu avec le format de ce prototype-là, en disant, en fait, on a des petites phrases qui arrivent les unes après les autres, et du coup, c'est rigolo si je prends, c'est un peu comme les tweets, si j'en prends une hors de son contexte, ça veut plus du tout dire la même chose, comment les personnages vont réagir, et c'est ce qui nous a inspiré. Ça nous permet aussi donc je parlais de cohérence, mais de se rendre compte de comment assurer la cohérence de notre univers, même si évidemment on va pas recréer le réel un pour un. Dans les Lost Phone, par exemple, on a un carnet de contact, donc techniquement, on a un téléphone, on devrait être capable d'appeler les gens. Bon, évidemment, on n'allait pas créer toutes les interactions possibles avec des personnes. On n'allait pas créer une IA qui répond au téléphone pour nous. Donc il fallait justifier le fait que on ne puisse pas téléphoner avec ces téléphones. Et donc les justifications narratives, c'est que dans le premier, en fait, Sam n'a pas de crédit. Parce que voilà, c'est une ado, elle a pas de thune. Et dans Another Lost Phone, la carte SIM est cassée, donc on peut aller sur internet et tout, mais on peut pas appeler. Et en fait, cette justification narrative, on l'a mise, on aurait aussi pu juste pas mettre de bouton appel, sauf que ça aurait vachement cassé l'immersion. On est dans un téléphone, on s'attend à avoir un bouton appel, on a envie de le laisser. On n'a pas envie de faire une interface light qui ferait moins réaliste en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a gardé ces trucs-là, et donc on a pu s'en rendre compte en prototype. Donc voilà, ça c'était plutôt pour le format, mais après on a aussi bien sûr la thématique. Et en fait, comme on parle de sujets qui sont un peu sensibles, il faut vraiment qu'on transmette les informations les plus justes, les plus pertinentes sur les sujets qu'on aborde. Donc en fait, dès le début de nos productions, on essaie d'établir des piliers de création qui sont un peu des règles inflexibles, genre on les écrit sur un papier, on les colle sur le mur, et puis à chaque fois qu'on se pose une question sur une décision de design, une décision créative, on se demande, ok, est-ce que ça colle avec ces piliers qu'on a posés au début? Donc par exemple, sur Another Lost Phone, ce qu'on voulait, c'était mettre en lumière les relations abusives, un peu casser un peu les idées reçues qu'on pouvait avoir là-dessus, et puis sensibiliser aux bases, mais sans nuire en fait. On voulait pas dire des choses qui sont fausses, on voulait juste sensibiliser. Donc on a noté aussi le cycle de la violence qui revenait beaucoup, donc pour décrire ce type de schéma de violence psychologique, et puis ensuite on a noté quelques fonctions qu'on voulait surtout pas qu'il y ait dans le téléphone, plus d'un point de vue
d'un point de vue gameplay. Et voilà. Et à chaque fois qu'on se posait une question, on revenait à ces piliers-là. Et on se demandait si c'était toujours cohérent avec ça. Évidemment, on prétend pas être des encyclopédies sur tous les sujets de société. Donc, en fait, on se renseigne auprès de personnes qui en savent plus. Par exemple, pour Another Lost Phone, on a travaillé avec des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. On leur a fait relire le premier script. On leur a demandé aussi, justement, si jamais il y avait des choses sur lesquelles, des choses qui sont mal comprises sur ce sujet-là, qu'est-ce que ce serait ? Des choses, on a réfléchi ensuite, qu'est-ce qui irait bien dans un jeu vidéo. Par exemple, des idées reçues qui reviennent beaucoup, c'est que les violences sont que physiques, alors que voilà, il y a aussi la violence psychologique qui est très importante, ou encore que ça va être seulement certains types de personnes qui vont être victimes ou bourreaux, enfin que par exemple ça va être que des personnes racisées qui vont aller battre leurs femmes, c'est complètement faux, ou de certains milieux sociaux. Donc on a voulu justement débunker tous ces mythes en fait autour des violences. Et donc les assos nous ont beaucoup aidés sur ce sujet. Sur Normal Lost Fun, on voulait pas du tout se placer non plus comme en ayant la vérité absolue sur les thématiques LGBT. Donc il y a un peu de vécu de personnes de l'équipe, mais il y a aussi beaucoup de témoignages d'autres personnes qu'on a consulté pour relire des trucs, voire même carrément écrire certains contenus dans une partie spécifique du jeu où on fait un peu plus de pédagogie. Et puis on a aussi contacté des associations, notamment quand on a fait la campagne de financement participatif. Donc des associations notamment de lutte contre l'homophobie, ce genre de choses, pour à la fois relayer, mais aussi savoir est-ce que vous avez qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez un avis, des choses qu'on pourrait améliorer, etc. Sur All Frequencies, on avait fait relire nos scripts par des journalistes pour être sûr que le ton était suffisamment crédible, même si c'est pas encore une fois du 1 pour 1 comme dans la vraie vie, mais en tout cas suffisamment crédible que ça ressemble, que ça sonne vraiment comme des stations de radio en fait. Voilà. Et oui, un petit point encore donc sur l'accessibilité. Donc, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais enfin, le jeu vidéo devient de plus en plus accessible à énormément de formes de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap sensoriel, moteur, cognitif, etc. Il y a notamment d'autres types de contrôleurs qui sortent, qui ont été faits par exemple par Microsoft ou autres, des adaptations, etc., qui permettent de rendre les jeux plus accessibles. Sauf que d'un point de vue dev, souvent ça reste quelque chose qui a été pensé après, qui est rajouté un peu comme une béquille pour que ce soit quand même jouable, mais bon, c'est quand même moins bien de jouer avec des options d'accessibilité. Et du coup, il y a quelques jeux bien sûr qui font exception, hein, mais voilà, sur All Frequencies, on s'était vraiment posé la question de comment est-ce qu'on peut faire une expérience équivalente. Donc ce qu'on appelle expérience équivalente, c'est vraiment on va avoir une expérience qui est différente, mais qui sera pas moins bien et qui sera pas incomplète en fait. Si on a d'autres modes d'accès au jeu. Donc on a notamment commencé à développer avec ça en tête, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de rajouter des options par la suite que de les penser dès le départ. Alors oui, ça paraît enfoncer une porte ouverte ce que je viens de dire, mais en fait, souvent quand on a la tête dans le guidon et qu'on est en train de développer le jeu, c'est pas forcément des choses auxquelles on pense tout de suite, et c'est dommage parce que ça coûte cher de le rajouter après, alors que c'est beaucoup plus simple si on le fait dès le début.
Donc, on a fait des recherches, on a travaillé notamment avec une personne qui était experte du coup de l'ergonomie et qui s'intéressait beaucoup à l'accessibilité, notamment aux personnes non-voyantes et malvoyantes, qui s'appelle Elios Moreau, donc avec qui on a bossé sur ce jeu. Et on s'est rendu compte qu'une bonne partie du travail était déjà fait, en fait, qu'il existe des plugins qui permettent de faire de la lecture d'écran en temps réel, que nativement sur certains systèmes, par exemple sur les iPhones, il y a VoiceOver qui marche très très bien pour faire ça, aussi de la lecture d'écran, que du coup, vu qu'on avait déjà toutes nos voix enregistrées, enfin qu'on prévoyait déjà toutes nos voix enregistrées, en fait tout ce qu'on avait besoin de faire, c'était de réfléchir à l'ergonomie vraiment des menus, de la navigation, de comment est-ce qu'on allait interagir avec le téléphone, donc que par exemple au lieu d'avoir une interface avec juste des boutons à l'écran, en fait on a deux types d'interfaces qu'on peut choisir au début. Il y en a une avec des boutons et puis il y en a une autre où c'est que des gestures, donc les gestes là qu'on peut faire sur son écran. Donc par exemple taper avec deux doigts, swiper avec un doigt, enfin ça va faire. Et en fait il y a déjà toute une grammaire en fait qui existe, et tout ce qu'il y avait besoin de faire c'était d'aller la chercher et de l'intégrer dans nos contrôles. Ça reste une contrainte créative qui est assez spécifique, hein. On va pas forcément rendre tous nos jeux accessibles comme ça parce que ce serait pas forcément possible d'avoir cette expérience équivalente sur, par exemple, sur un jeu qui serait pas autant basé sur l'audio, ce serait plus compliqué. Mais par contre, proposer des options, proposer des schémas de contrôle alternatifs, ce genre de choses, dès le départ hein, dans le développement, c'est des choses qu'on peut faire. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur notre volonté d'être un exemple et de montrer des choses, d'essayer d'aider l'industrie à avancer. C'est que nous, au final, on est un petit studio et on pouvait le faire justement parce qu'il y a tous ces outils-là. Donc du coup, des grosses productions peuvent très bien le faire aussi, en fait. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus de gros studios qui, comme Ubisoft par exemple, qui ont maintenant des consultants accessibilité, des pôles qui sont dédiés à ça, et qui du coup vont faire cette démarche-là sur leur jeu. Et c'est super parce que en fait, ils ont un reach qui est largement plus gros que le nôtre, et c'est super bien si on peut jouer par exemple dans comment ça s'appelle, Just Dance, le jeu de danse d'Ubisoft, il y a un mode où on peut jouer assis. Donc, voilà, ce genre de truc, en fait, c'est hyper cool, et donc c'est très très bien que ça existe. Est-ce que sur Alt Frequencies, on a eu des retours de personnes malvoyantes et aveugles. En fait, on a fait tester le jeu avant qu'il soit même terminé, hein, vraiment un prototype avancé. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle PlayNab, qui fait des playtests, et du coup qui se sont occupés donc d'aller chercher les testeurs et de faire tout le protocole pour tester ça. Et donc on avait on a testé assez vite pour être sûr que ça fonctionnait vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, même avant ça, quand on a commencé à pitcher le jeu, le game designer qui travaillait sur le jeu a demandé à une de ses amies aussi qui était aveugle quel type de jeu elle joue. Et donc on s'est rendu compte que par exemple les plateformes type Google Home, Alexa, etc. étaient pas mal plébiscitées, sauf que les jeux qui sont dessus sont vraiment pas, c'est des choses très basiques en fait. Ça va être des jeux de quiz, des trucs comme ça, et du coup, oui, on a été vraiment demandé aux personnes concernées en premier pour
pour pouvoir tester. Alors, et Play Lab ont travaillé avec une association pour aller justement recruter des testeurs, mais je ne sais plus le nom de l'asso, parce que c'est vraiment eux qui se sont occupés du contact en fait. Mais en tout cas, si vous travaillez sur ce type de projet, il y a une association qui s'appelle Cap Game. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, Cap Game. Et donc Cap Game, qui est une asso qui fait justement la promotion de l'accessibilité et qui peut conseiller sur tout ce qui va être test, etc., aider à trouver des testeurs. Et puis aussi conseiller sur tout ce qui est matériel qui est utilisé, etc. Voilà. Il y a l'équivalent d'ailleurs en anglais, qui est Able Gamers, avec qui on avait aussi posé des questions sur Alt Frequencies. Mais en tout cas oui, il y a des assos justement de gamers qui essayent de donner un maximum d'informations sur gaming et handicap, comment rendre les choses accessibles, etc. Du coup, quel impact ça a, toute cette démarche, quel retour on a en fait de l'impact qu'elle a sur notre public.